Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et pour une fois Safran qui est tout calme sur le lit pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler d'un sujet que je voulais pas aborder. J'ai vraiment énormément hésité à l'aborder pendant très longtemps, mais il va vraiment falloir qu'on mette les pieds dans le cambouis. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle déjà dans les milieux militants, qui est énormément abordé dans les milieux féministes. Je n'osais pas l'aborder parce que j'avais très peur de la façon dont certaines personnes allaient s'en servir ou l'interpréter. C'est la notion de consentement. La notion de consentement, elle est problématique. Vous m'entendez très souvent dire sur la chaîne, toujours utiliser ce mot, que pour qu'il y ait un rapport sexuel, il faut qu'il soit consenti et mutuellement désiré. Et la notion de consentement nous pose de plus en plus de problèmes. Je n'osais pas en parler parce qu'il y a un tel travail qui est fait sur la notion de consentement. C'est la porte d'accès par laquelle la majorité des hommes comprennent finalement quelles sont les choses qui peuvent être problématiques dans un rapport sexuel. Et le consentement seul ne peut pas suffire. Le consentement seul est un problème. On va en parler en lisant un article, un excellent article du collectif féministe contre le viol, qu'elles ont partagé quand Qu'elles ont partagé, il n'y a pas la date, mais il y a déjà plusieurs mois, je l'avais déjà lu, j'étais déjà au courant de la problématique qui était liée avec le consentement. Et petit à petit, il va falloir que j'en parle de plus en plus sur la chaîne. Donc, évidemment, à prendre avec des pincettes. On ne peut pas avoir de rapport sexuel dans lequel il n'y ait pas de consentement. Ce n'est pas du tout le sens de l'article. On va le lire ensemble. Et vous allez voir qu'il est plus complexe qu'il n'y paraît. Le titre, c'est le viol, un crime toujours d'exception. Toujours un crime d'exception, point d'interrogation. Intégrer la notion de consentement à la définition pénale d'un crime avait-il déjà été proposé ? Par exemple, est-ce qu'on a déjà soumis l'idée de modifier la définition pénale du meurtre en intégrant la notion du consentement de la victime à cette même définition ? On pourrait élargir. Et au cambriolage. Est-ce que vous avez consenti à être cambriolé parce que vous aviez laissé vos fenêtres ouvertes ? Peut-être que vous aviez consenti au fait d'être un jour cambriolé. Le meurtre actuellement défini par le fait de donner volontairement la mort à autrui est défini par l'acte du meurtrier. Est-ce qu'on a déjà seulement pensé à rajouter à cette définition la question de la place de la victime face à l'acte meurtrier et ainsi définir le meurtre par le fait de donner volontairement la mort à autrui et qu'autrui n'y consente pas ? C'est aujourd'hui une proposition qui s'installe en France à propos d'un autre crime, le crime de viol. Les actuels débats européens entraînent des échanges sur l'opportunité d'ajouter ou non la notion de non-consentement dans la définition légale du crime de viol. Vous savez que la France y était opposée. Elle s'y était opposée et j'étais d'accord avec le fait qu'on s'y oppose dans une définition européenne, mais évidemment absolument pas pour les mêmes raisons qu'eux. Définition du consentement et incompatibilité avec le crime de viol. Comment définir le consentement ? Selon le Larousse, le consentement, c'est l'action de consentir, donner son accord. Une personne propose à une autre qui donne ou non son accord. C'est de plus en plus comme cela que la sexualité est définie. Un acte sexuel est proposé, on l'accepte ou on le refuse. Cette notion prend place aujourd'hui dans le débat public à propos d'une définition de la sexualité. Résurgence archaïque et persistante, cet amalgame qui confond violence et sexualité fait écho au siècle de domination patriarcale qui nous ont précédés. Et c'est ainsi qu'on se retrouve, à cause de la culture du viol, à avoir des influenceurs assez connus qui ne croient pas au viol conjugal, ou qui minimisent l'impact du viol conjugal, ou qui un jour m'ont dit en privé, les femmes qui portent plainte pour viol conjugal affaiblissent les témoignages des femmes qui subissent des vrais viols, comme s'il existait quelque chose comme des vrais viols ou des faux viols. Donc les prémices de l'article sont excellentes. Lorsqu'un viol est commis, c'est une violence qui est commise, ça n'est pas de la sexualité. Aucun choix n'est offert à la victime. L'acte n'est pas proposé, mais imposé. Le violeur cherche à accomplir son projet d'acte sexuel, quelle que soit l'expression du refus de sa victime, qu'elle le traduise verbalement ou physiquement par sa souffrance, son malaise, sa terreur et parfois son incapacité à parler, à crier et à se défendre. C'est un des grands principes d'une grande majorité des viols et des viols conjugaux. C'est que la victime ne peut pas, n'arrive pas, ne parvient pas à dire non ou à montrer que c'est non. Ou alors, elle le fait avec des signaux que l'agresseur va sciemment, ou non, choisir de ne pas voir. Une personne victime de viols conjugaux nous rapportait qu'au terme de 2 années de vie maritale et après 2 grossesses, elle n'avait plus envie d'avoir de rapport sexuel. Elle nous confiait alors que lui, il voulait absolument un rapport. Pour obtenir l'acte de pénétration, l'agresseur insistait jusqu'à l'empêcher de dormir. Elle nous confiait « j'ai lâché, je n'avais pas le choix ». Il lui reprochait de ne jamais avoir envie et lui disait merci après les viols. Le lendemain, il s'excusait, elle devait le comprendre, il n'arrivait pas à gérer ses pulsions. Il n'existe rien de tel que des pulsions sexuelles qui poussent au viol. On le sait. Dans les motivations qui poussent les agresseurs à violer des femmes, il existe certains agresseurs qui parlent de pulsions, c'est vrai, mais la plupart des viols, quand ça a été étudié, on en a parlé je ne sais combien de fois sur cette chaîne, parlent de désir de nuire. Le viol, c'est une pulsion de nuisance. C'est pour faire du mal. C'est pour heurter.
Lorsqu'un viol est commis, l'agresseur a ciblé la victime. Il sait qui il va violer et comment. Il agit dans un contexte vulnérabilisant pour elle, propice pour lui. Il l'humilie, la dévalorise, la traite comme un objet. Alors traiter une personne comme un objet, c'est la définition de la violence d'un point de vue juridique. Lorsque vous avez commis de la violence contre une personne, vous avez objectifié cette personne-là, c'est tout le temps rappelé par les juges au tribunal, je l'entends systématiquement. Le climat est celui de la terreur. Aucune proposition ne peut être acceptée sous terreur. Il agit quand la victime a peur, est sidérée ou n'a plus d'espace. Il viole une ou plusieurs fois en s'organisant pour le faire. Pour garantir son impunité, il inverse les rôles, c'est lui la victime, il n'a pas compris, elle était consentante. Il lui demande de se taire, de ne plus en parler. Dans bien des cas, il continuera de la menacer, l'intimider, l'humilier pour qu'elle se taise. Je tiens à rappeler que le collectif féministe contre le viol fait partie des premières associations en France à avoir théorisé la stratégie de l'agresseur dont on a déjà moult fois parlé. Souvent, l'agresseur va obtenir de la victime un oui sous contrainte pour lui marteler par la suite qu'elle est responsable de la situation. Nous pensons, entre autres situations, aux contrats de consentement signés dans l'industrie pornographique et aux nombreux viols commis sous couvert de ces contrats. Nous pensons également aux articles 212 et 215 du Code civil, évoquant le devoir de fidélité et de communauté de vie comme élément contractuel du mariage qui permet encore aujourd'hui de poursuivre une femme pour non-respect du devoir conjugal. 280 jugements civils depuis 1980. En France, en 2023, les victimes de viols conjugaux ont consenti par contrat à leur situation selon le Code civil. Comment déposer plainte quand on a signé un contrat? Quand on a finalement formulé oui sous la terreur, sous la pression, sous la contrainte, et que ce oui nous décourage à se penser comme une victime de viol. Ces constats sont ceux issus des 75 000 témoignages reçus à la permanence nationale, viol, femmes, information, 0800 05 95 95, c'est le numéro du collectif féministe contre le viol. Si on ajoutait ça au témoignage du 39-19, je pense qu'on serait largement au-dessus de ce chiffre-là. L'idée du consentement est déjà partout. Elle reste néfaste en droit. Nous étions contactés par Charlotte, le prénom a été changé bien sûr, victime de viol par un de ses collègues de travail. Elle avait déposé plainte. Les policiers lui ont demandé pourquoi elle ne dénonçait l'agresseur qu'au bout de 3 viols. Les policiers lui ont finalement dit qu'elle était consentante et que c'était une vengeance parce qu'il l'avait larguée. En 2023, nous recevons toujours des témoignages similaires de victimes sur nos lignes. Dans le traitement pénal des viols, la question du consentement de la victime est toujours abordée. La notion n'est nulle part en droit, mais l'idée est déjà partout. Le possible consentement de la victime à la situation est automatiquement mis en avant dans les médias par la justice, par la société. Imaginez, vous allez boire avec des amis, tard le soir, dans un bar, vous allez voir, je sais pas, un match de foot, et il y a un type qui vous agresse. Est-ce qu'on va vous demander si vous avez été consentant de ça? Est-ce qu'on va vous dire, mais vous étiez peut-être consentant à vous battre, puisque vous étiez dans un bar, donc un lieu avec de l'alcool, et d'autres hommes où on sait qu'il peut y avoir des bagarres, étiez-vous consentant? Vous voyez, c'est absurde. Cette notion seule, le consentement seul, pour définir ce que c'est qu'une relation sexuelle saine, est absurde, il n'est pas suffisant. La société va demander qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit. Découle de ces questionnements la possible erreur d'interprétation de l'agresseur et l'incompréhension de la situation. Finalement, de ces questions à la victime découle l'impunité de l'agresseur. Inscrire la notion de non-consentement dans la définition du viol reviendrait à forcer ces questions tout au long de la procédure pour la victime. Dans le débat actuel, il est avancé qu'une nouvelle définition pénale permettrait une meilleure judiciarisation des viols. En Angleterre, où la notion de non-consentement de la victime est inscrite dans la loi, moins de 1% des viols sont condamnés. À peu près comme en France. L'état du traitement judiciaire des viols est le miroir d'une société patriarcale embourbée dans les inégalités entre les femmes et les hommes. Cette même inégalité a pour base solide le viol structurel des femmes et des enfants. Dans ce contexte patriarcal, la bonne foi des victimes est encore trop souvent mise en cause. C'est un leurre de penser qu'elles seront crues parce qu'elles diront « je ne voulais pas ». Quand les victimes déposent plainte, elles le disent déjà. Qu'elles portent plainte pour viol est une forte affirmation de leur confiance civique dans notre système judiciaire. Reste à celui-ci de statuer dans le respect du droit qui criminalise l'acte de viol. Et on en avait parlé quand on avait lu sur plusieurs épisodes les documents qui étaient proposés par l'Observatoire international des prisons qui s'intéressait à la question des violences conjugales, que pour la résoudre, il ne suffit pas simplement d'envoyer des violeurs en prison, c'est même globalement plutôt inefficace. Il faut proposer d'autres solutions, il faut donner beaucoup plus de moyens à la justice, il faut des bracelets électroniques qui soient plus suivis, il faut des stages de réhabilitation pour ces hommes-là, il faut des sursis probatoires qui durent plus longtemps, etc. etc. Pour l'instant, la justice n'est pas encore à la hauteur de ce grand défi qui est de lutter contre le viol comme fait systémique, comme fait de société. Les dysfonctionnements graves auxquels elles sont confrontées après un dépôt de plainte découlent des questions posées sur leur consentement à la situation et portent finalement atteinte à leur sécurité et leur intégrité physique. La mise en doute, la minimisation voire la négation de leurs paroles et de leurs souffrances dans les enquêtes pénales ont pour conséquence la dramatique absence de protection des victimes et de condamnation des agresseurs.
Cet état de la justice serait lourdement aggravé si la notion de non-consentement venait modifier l'actuelle définition pénale du viol. L'enjeu que constitue l'impunité des agresseurs et l'accès des femmes et des enfants à leur droit d'être protégés par le droit ne réside pas dans une mise en lumière de leur position pendant les violences sexuelles. Cet enjeu réside dans la volonté d'une société et d'une justice à mettre au jour et condamner le comportement des violeurs. Le viol, car il est un crime commis sur les femmes et les enfants, reste un crime d'exception. Ces discussions actuelles nous laissent penser que le viol serait un crime à part. Un crime où les débats sont toujours replacés d'une façon ou d'une autre sur la victime. Pour ce crime, comme pour les autres, pourquoi ne pas continuer à questionner, enquêter, condamner ce que fait l'agresseur et ainsi mieux comprendre les contraintes, les violences, menaces ou la surprise qu'il a pu exercer dans un contexte donné. Petite anecdote, j'ai accompagné récemment une victime de viol conjugal au commissariat de police. On est tombé sur, on me l'avait recommandé, un OPJ absolument formidable, qui a regardé le dossier, qui a dit qu'il y avait déjà eu une plainte qui avait été déposée, qui avait été classée sans suite. On retrouve exactement le même modus operandi, on retrouve les mêmes contraintes physiques, les mêmes contraintes morales, on retrouve les mêmes éléments de langage dans les SMS, donc on est en train de comprendre comment les violeurs fonctionnent. Il serait temps, petit à petit, d'abandonner cette notion de consentement, d'abandonner le fait que la femme doive prouver qu'elle est consentie ou non consentie à un acte sexuel et se concentrer sur ces signes que l'on connaît comme étant des signes caractérisant ceux qu'utilise un agresseur sexuel ou un violeur. Ces discussions actuelles nous laissent penser que le viol serait un crime à part. Un crime où les débats sont toujours replacés d'une façon ou d'une autre sur la victime. Pour ce crime, comme pour les autres, pourquoi ne pas continuer à questionner, enquêter ? Je viens de le lire, excusez-moi. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné un État membre en 2021, l'Italie, pour violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En l'espèce, la CEDH a estimé que la juridiction nationale avait porté atteinte au respect de la vie privée de la victime en faisant référence à ses pratiques sexuelles et à ses comportements au cours des débats. Rappelez-vous, cet entretien absolument lunaire, psychologique, mais plutôt psychanalytique, subi par une victime de viol, où le psychanalyste était allé chercher ce qu'il estimait des comportements déviants dans sa sexualité. À quel âge vous êtes masturbé ? Est-ce que vous avez des pratiques sexuelles qui seraient déviantes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est systématiquement à la victime de se justifier. Et le problème de la notion de consentement, c'est que plutôt que de prouver que l'auteur du viol a réellement violé, on replace la responsabilité sur la victime qui a la charge de prouver qu'elle n'a pas consenti. Comment voulez-vous prouver que vous n'avez pas consenti à quelque chose ? S'il n'y a pas de trace de blessure, comment voulez-vous prouver que vous n'avez pas pu consentir ? D'autant qu'on consent à plein de choses dans notre vie. On consent à des choses dont on n'a pas envie. J'ai consenti à de multiples vaccinations. J'ai été vacciné contre le Covid, j'en avais pas spécialement envie, mais bon, je l'ai fait parce que je crois évidemment aux vertus du vaccin. Je me suis retrouvé à faire 4 rappels par rapport à ma profession, parce que j'accueille du public. J'y ai consenti, je l'ai fait, ça m'a pas fait plaisir. Au final, je savais que c'était une bonne chose, bien évidemment, mais j'ai consenti à ça. On consent à des choses dans le cadre professionnel, dont on n'a pas spécialement envie. On consent à rester un petit peu plus tard, tout en sachant que on ne sera pas spécialement payé parce que la situation actuelle fait qu'on a plus de travail, etc. On consent à toute une série de choses qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on puisse avoir envie de faire ces choses-là. Et c'est de cette façon-là qu'il faut reconsidérer le viol. On ne doit pas consentir à une relation sexuelle. Une relation sexuelle, on doit la vouloir, on doit la désirer. On doit partager ce désir mutuellement. Et lorsqu'il y a eu un rapport sexuel qui a provoqué des effets négatifs chez une femme, ça ne doit pas être à elle de prouver qu'elle y a consenti ou qu'elle n'y a pas consenti. Et ce serait aussi plus simple pour certaines affaires judiciaires. Questionner le comportement de la victime pour savoir si elle a ou non pas consenti à la situation dans la définition légale est une grande porte ouverte à ces dérives déjà existantes dans notre société où le pouvoir du mal a de beaux restes. Formidable article qui présente très bien la raison pour laquelle, il sera évidemment dans la description de la vidéo, qui présente très bien les raisons pour lesquelles nous sommes tous très méfiants au fait que l'on utilise le consentement. C'est difficile, c'est délicat d'en parler aujourd'hui parce que c'est enfin rentré dans la tête du public, cette notion de consentement. Il va falloir maintenant qu'on explique pourquoi elle ne nous convient pas et pourquoi il va falloir qu'on aille rapidement au-delà de cette notion de consentement parce qu'on ne consentit pas à un crime qu'on a subi. Ça n'existe pas. On ne consent pas à avoir eu un accident de la route, on ne consent pas à avoir été cambriolé, on ne consent pas à se faire attaquer par quelqu'un, etc. Voilà pour cette introduction sur cette question sur laquelle nous reviendrons de temps en temps sur la chaîne, petit à petit. Le travail de pédagogie, il n'est pas encore fait sur le consentement, donc il va falloir continuer à le faire, ou en tout cas sur ce que c'est qu'un rapport sexuel sain et ce que c'est qu'une agression sexuelle ou un viol. Mais il va falloir qu'on mette de plus en plus de complexité dans nos propos. Je commence à avoir de plus en plus d'abonnés. Je vais passer les 10 000 dans pas longtemps, étant donné que je tourne cette vidéo à l'avance. Peut-être que je les aurai passés d'ici là. Donc il va falloir que je sois de plus en plus responsable
avec mes propos, avec les notions que j'aborde, avec les concepts que je manie. Et il fallait qu'on commence quelque part. On commence par les rênes de la question, le collectif féministe contre le viol. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien. À bientôt.